Dans tout ce que vous venez de dire, docteur, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres? Oui, ça c'est une question très importante. Nous sommes différents les uns des autres. Chacun de nous a ce chromosome et dans le chromosome, il y a ce qu'on appelle l'ADN qui est cette molécule qui gouverne notre vie du point de vue biologique. Donc, en fonction de son patrimoine génétique, de son ADN, on peut avoir une réactivité ou des réactions différentes face aux événements traumatiques. Ça, c'est de façon générale. Mais ce qui est important, c'est que les événements pénibles du début de la vie, c'est-à-dire quand on est encore dans le ventre de sa mère, les événements pénibles des 2 premières années de la vie ou des 5 premières années de la vie nous rendent vulnérables aux événements pénibles qui vont venir à un âge plus avancé. Donc ça, c'est très important. La vulnérabilité aux événements pénibles, on peut l'acquérir au début de la vie. Cette période qu'on appelle par exemple le 1000 premiers jours de la vie, c'est-à-dire le 9 mois de grossesse et les 2 premières années de la vie, pendant cette période, il n'est pas bon que l'être humain subisse des événements pénibles. C'est-à-dire pendant la grossesse et les premières années de la vie, les enfants doivent vivre dans la joie et de la paix la plus souhaitée pour éviter que se construise en eux la vulnérabilité aux événements pénibles à un âge avancé. Donc des personnes par exemple qui ont manqué l'affection maternelle au début de la vie. Les personnes qui ont manqué une structure familiale où il y a papa et maman de façon convenable. Les personnes qui ont connu l'orphelinat, ou les personnes qui ont connu en tant que bébé la négligence des parents, ou des gens qui ont connu la malnutrition, ou des gens qui, au moment de la naissance, le cerveau a été endommagé parce que la naissance ne s'est pas déroulée convenablement. Donc ces expositions, c'est-à-dire que ces risques du début de la vie, qui peuvent être des risques nutritionnels, c'est-à-dire même pendant la grossesse, la maman est malnutrie, elle est anémique, n'est-ce pas? Oui. Pendant la grossesse n'a pas été une grossesse désirée, et quand la mère porte dans son sein un enfant non désiré, cela constitue une source d'événements pénibles pour l'enfant qui va naître. Donc la grossesse, les gens qui sont nés de grossesse non désirée, qui sont nés en condition qui n'est pas une condition de naissance désirable, ces personnes sont vulnérables à l'exposition aux événements pénibles. Oui, je peux vous interrompre un tout petit peu. Vous avez ici signalé les comportements juste au début de l'enfance là. Mais nous voulons savoir, est-ce que ça peut influencer les comportements? Quels sont le genre de comportements des gens de ces personnes-là en grandissant qu'on peut facilement détecter que celui-ci ou celui-là avait eu une enfance douloureuse ou pénible? Oui, vous savez, je vous ai dit que les événements pénibles commencent par modifier l'expression des émotions. Alors, ces personnes que nous voyons vivre et qui sont émotionnellement très sensibles, l'hypothèse peut être celle d'avoir vécu à un moment donné un événement pénible. Voilà. Donc, parce que souvent, l'émotionnalité, vous prenez cette tendance à manifester la colère, à manifester la peur ou la tristesse, à manifester des malaises en situation relationnelle. Ça peut déjà donner une idée que cette personne-là aurait connu à un moment donné un événement pénible. Aussi l'instabilité comportementale, ça peut être aussi une indication. La personne n'est jamais tranquille, toujours mal à l'aise. Ça peut être aussi une indication. Ou la personne montre de peur, des situations
de peurs non justifiées comme ça, n'est-ce pas? Et ça peut être aussi une consommation exagérée de l'alcool ou une consommation exagérée de la cigarette, ou ça peut être de malaise dans la relation avec autrui. Voilà. Alors, comment on peut traiter ces cerveaux malades-là qui a subi des événements, plusieurs événements pénibles? Comment on peut vraiment passer au traitement? Ok, nous étions en train de parler de l'Est de la République démocratique du Congo, qui constitue un foyer où les événements pénibles de la vie sont devenus chroniques. Donc, et votre question vaut la peine, et ce n'est pas seulement l'Est de la République démocratique du Congo. À un moment donné de l'histoire de notre pays, les autres provinces ont connu aussi des événements pénibles, des événements traumatiques. Et vous posez la question de ce qu'il faudrait faire. Aux événements pénibles de la vie, il faut opposer une autre notion qu'on appelle la résilience. Et la résilience, c'est quoi? C'est garder son état malgré les événements pénibles. Fonctionner bien malgré les événements pénibles. Alors, et la résilience voudrait que l'on se développe malgré les événements pénibles. En ce moment-là, il faut absolument s'intéresser à ce qu'on appelle, ce qui a trait à l'hygiène mentale, ce qui a trait à l'hygiène pour la santé du cerveau. D'abord, il faut se préoccuper de la qualité de son sommeil. Quand on ne dort pas bien, d'ailleurs, on devient très sensible au stress. Donc, le sommeil, donc, toutes les personnes qui ont connu des événements pénibles et qui ont des difficultés pour dormir, parce que cela est courant chez ces personnes-là, il faut travailler avec ces personnes pour normaliser leur sommeil par des médicaments ou par des moyens non médicamenteux. Après le sommeil, nous avons l'alimentation. Notre état de santé mentale, passant par le fonctionnement de notre cerveau, dépend de la qualité de notre alimentation. Donc, l'alimentation doit être équilibrée avec toutes les substances chimiques qu'il faut, avec tous les éléments de base, et on doit manger de façon régulière. Et il faut éviter trop de sucre. Il faut éviter trop de sucre dans l'alimentation, parce que quand l'alimentation est trop sucrée, ce n'est pas une très bonne chose. Et cette alimentation doit comprendre notamment de fruits. Il faut qu'il y ait des fruits. Donc ça, c'est l'hygiène du cerveau, l'hygiène mentale relative avec l'alimentation. Après l'alimentation, nous avons la question de la sexualité. La sexualité doit être une sexualité responsable, parce que quand elle n'est pas responsable, elle va générer beaucoup d'autres problèmes. Alors, à part la sexualité, vous avez les activités physiques, le sport et les loisirs. La pratique du sport, la pratique des activités physiques, c'est très importante pour la santé du cerveau, pour l'hygiène mentale. Pourquoi? Parce que quand nous avons une activité musculaire, le muscle de notre corps envoie des aliments bio au cerveau qui permettent au cerveau de bien fonctionner. Donc les exercices physiques, le sport, la gymnastique, les loisirs, c'est très très important. À part ça, nous avons la consommation des substances psychoactives. Vous savez, quand on a des événements traumatiques et qu'on est mal à l'aise du point de vue psychologique, on peut changer de comportement dans le sens de la consommation des substances psychoactives. Et vous savez que les substances psychoactives les plus consommées, c'est l'alcool, c'est la cigarette, et voilà. Donc la consommation d'alcool doit être une consommation qui n'est pas abusive. Il faut supprimer la consommation de la cigarette parce qu'en fait elle n'apporte rien, et il faut éviter de consommer
le drogue, ces substances qu'on appelle drogue. Et si on sent qu'on en a besoin, il faut aller plutôt à l'hôpital pour être soigné par des médicaments qui agissent sur le cerveau de façon convenable. Et le dernier élément de l'hygiène du cerveau, c'est en rapport avec le traitement de n'importe quelle maladie. Vous savez, quand on est malade, quelle que soit la maladie dont on souffre, ça se répercute toujours sur le cerveau en termes de stress. Donc il faut bien se faire soigner et bien gérer le stress relatif à la maladie. Surtout les personnes qui ont des maladies chroniques, c'est pénible. Ils développent le stress qui aggrave leur maladie. Et on doit veiller globalement à son état de santé. Et là, il y a les sucres. On doit être sûr qu'on n'a pas un excès de sucre dans le sang. Merci beaucoup, docteur. Je pense que vous avez bien suivi avec nous. Nous avons pris notre part, vous également, mais nous allons prendre une petite pause, aller du côté de la régie pour lire quelques messages qui nous est envoyés par nos téléspectateurs, afin que le docteur puisse répondre, les temps de souffler un tout petit peu. Nous allons revenir juste après.